Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Cherifla TV. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire Saria Blon. Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la fiscalité à travers le service des impôts. Le thème du jour, mission, compétences et limites du centre des impôts des moyennes entreprises. Nous recevons sur notre plateau le chef du centre des moyennes entreprises, Sim 1. Le chef du centre est avec nous à cet instant-ci dans l'émission Saria Blon. Il s'agit de M. Bouakara Dramé, chef du centre des moyennes entreprises 1 de Bamako, notamment Iriou Gauche de Bamako. Aujourd'hui, il va nous parler qu'est-ce qu'un centre des moyennes entreprises, quelles sont les obligations des contribuables. Nous attendons parler au quotidien et que qu'est-ce que c'est. M. Dramé va nous répondre l'ensemble de ces questions dans cette entrevue. Nous disons encore merci pour votre patience et votre confiance à ce plateau hebdomadaire de Cherifla TV. Bonsoir. Monsieur le chef de centre, bonjour, bonsoir. Bonjour, monsieur. Nous vous remercions pour votre entière disponibilité à nous recevoir aujourd'hui dans les locaux de votre service pour parler de Simon. Bonjour, monsieur Suntura. Merci beaucoup. Tout d'abord, je dis bonjour à nos téléspectateurs. Je dis bonjour à Cherifla TV et bonjour à cette émission qui s'appelle Saria Blon. Et nous sommes très heureux de participer à cette fameuse émission qui se fait pratiquement chaque année. Et nous sommes heureux aujourd'hui de représenter la Direction générale des impôts. Alors, Monsieur Dramé, sur ce plateau, nous sommes vraiment curieux de savoir. Aujourd'hui, nous entendons parler au quotidien le centre des impôts des moyennes entreprises. Effectivement, qu'est-ce que c'est? Bon, merci pour cette question, Monsieur Suntura. Je voudrais tout d'abord rappeler que cet exercice est un vœu de nos autorités, notamment de la Direction générale des impôts. J'ai été saisi par le service qui s'occupe de la communication, le chef de ce service, en l'occurrence un grand frère, Alidji Touré. Et cela va dans le cadre des normes FMI. Et donc, je pense que ce n'est pas un exercice, un nouveau exercice. C'est un exercice qui se passe annuellement. Je pense qu'il y a d'autres collègues qui ont passé par cette émission. Et donc, j'ai été contacté par la Direction générale aujourd'hui pour parler du centre des impôts des moyennes entreprises. Donc, pour répondre à votre question, effectivement, le centre des impôts des moyennes entreprises, on peut le dire, est un nouveau service qui a vu le jour il y a juste un peu moins de 3 ans. En 2021, nous avons démarré nos activités. Le centre émane de la scission, si vous voulez, de la Direction des moyennes entreprises qui a été éclatée en deux, donc en deux CIM, en deux centres des moyennes entreprises. Donc il y a l'un des centres des moyennes entreprises qui est sur la rive gauche et l'autre, elle est sur la rive droite. Voilà, l'autre centre est sur la rive droite qui est dirigé par un autre chef de centre. Voilà, donc pour répondre directement à votre question, le centre des impôts des moyennes entreprises est placé sous l'autorité du directeur des impôts du district, mais c'est un centre qui est chargé, comme les autres centres, de l'assiette, de la liquidation, du contrôle, mais aussi du recouvrement de l'ensemble des impôts et taxes dus par les contribuables qui relèvent de sa compétence.
Voilà un peu, comment dirais-je, la mission confiée à un centre des impôts des moyennes entreprises. Mais il est essentiel de souligner que nous gérons des contribuables hein, qui réalisent des chiffres d'affaires qui dépassent 100 millions mais qui n'atteignent pas 1 milliard de francs CFA. Donc parmi ces contribuables, on peut citer les personnes physiques, les personnes morales qui peuvent être des nationaux et même des étrangers. Voilà, donc je peux dire que le CIM est l'échelon intermédiaire entre les centres des impôts du district de Bamako et la direction des grandes entreprises. Donc sur le plan structurel, le CIM n'existe qu'à Bamako, mais il est possible d'en créer dans les régions. Mieux, le CIM ne comprend pas de section recensement car il est alimenté en dossier par les centres des impôts du district de Bamako. Mais sur le plan administratif, le CIM ne gère pas non plus la fiscalité immobilière, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu foncier. Sur le plan technique, le CIM reçoit chaque année en provenance des autres centres du district de Bamako les dossiers fiscaux des contribuables dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 100 millions mais qui n'atteint pas 1 milliard. Donc le CIM est un des pourvoyeurs également en dossiers fiscaux des grandes entreprises, de la direction des grandes entreprises. Notamment, nous façonnons des dossiers, c'est-à-dire nous recevons des dossiers des contribuables ici, donc nous éduquons ces contribuables à notre niveau pour qu'ils puissent atteindre le sommet. Le sommet ici, c'est 1 milliard. Donc dès qu'ils dépassent les 1 milliard de chiffre d'affaires, donc nous remontons ces dossiers au niveau des grandes entreprises. C'est un peu ça, comment dirais-je, notre mission. C'est un peu ça notre mission principale. C'est de faire remonter le maximum de dossiers au niveau des grandes entreprises. C'est pour fiscaliser davantage les entreprises. Voilà un peu notre rôle. Alors, comme je le disais, nous vous remercions encore pour tous ces détails, monsieur le chef de centre Dramé. Et nous voulons également savoir quels sont les impôts auxquels sont assujettis les moyennes entreprises. Merci, monsieur Sountoura, pour le rappel. Les moyennes entreprises sont celles qui sont de droit au régime réel d'imposition. À ce titre, ils sont assujettis aux impôts suivants. Nous pouvons citer au début de l'année la patente professionnelle que tout le monde connaît, parce que ça, c'est un impôt qui est lié à l'établissement. C'est ce qui permet même de prouver que l'entreprise existe. C'est un document qui est lié à l'établissement. Donc la patente professionnelle est extrêmement importante dans une entreprise en fait. À côté de la patente professionnelle, on peut citer la patente sur marché. Donc au cours de l'année, les impôts mensuels, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur le chiffre d'affaires, la contribution forfaitaire, la taxe de formation professionnelle, la taxe de logement, la taxe touristique, l'impôt sur les traitements et salaires. Nous pouvons citer également par trimestre les acomptes IBIC et IS. IS, ça c'est l'impôt sur les sociétés. L'IBIC, c'est l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial. Donc ça, c'est des impôts trimestriels. Une fois dans l'année également, nous pouvons citer l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés. Voilà, donc les acomptes sont trimestriels, mais l'impôt sur le bénéfice industriel ou l'IS, l'impôt sur les sociétés, est payé une fois dans l'année. Voilà, donc voici un peu les impôts auxquels les entreprises, les moyennes entreprises doivent ou du moins sont obligatoirement assujettis. Voilà. Alors, maintenant, nous voulons savoir réellement quelles sont les obligations des contribuables des CIM. Et en matière d'IBC, vous l'avez dit. Mais si vous pouvez quand même nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est en réalité. Donc, les obligations
des contribuables, on peut dire que c'est les mêmes obligations que dans les autres services, parce que c'est un service qui est similaire aux autres services des impôts. Donc, notamment, les contribuables doivent souscrire dans les délais leur déclaration d'impôts au niveau du centre des impôts des moyennes entreprises en utilisant la plateforme e-impôt. E-impôt, pour rappel, nous disons à ceux qui nous suivent et nous disons à l'ensemble des contribuables du Mali que au niveau de Bamako, les impôts sont informatisés. Les services des impôts sont informatisés. Donc le SIM1 en fait partie. Donc les contribuables ont une obligation déclarative. Donc maintenant les déclarations se font en ligne. Ah bon? Oui, les déclarations des impôts se font en ligne. Donc ils doivent souscrire d'abord aux déclarations. Ils doivent effectuer également ces déclarations dans les délais, dans un délai imparti que tout le monde connaît, et qui le délai est inscrit dans le Code général des impôts, dans la charte du contribuable. Les contribuables doivent également procéder au paiement des impôts dans un délai. Et tous ces délais de paiement sont également inscrits dans la charte du contribuable. Le contribuable doit également informer à temps en cas de changement des services des impôts, notamment quand il change d'adresse, les modifications de capital, la fusion ou cession d'activité. Donc, dans le respect des délais, le contribuable doit également répondre aux demandes et courriers en provenance des centres des moyennes entreprises. Voici un peu ce que je peux dire par rapport aux déclarations, par rapport aux obligations, des contribuables. Monsieur le chef de centre, ici nous sommes vraiment curieux de savoir aussi cette question éventuellement. En cas de retenue à la source de la TVA, qu'est-ce qui est demandé aux contribuables en termes de droits et de devoirs? Merci, jeune frère. Pour répondre à cette question, la première chose qui est demandée au contribuable, d'abord, il doit se conformer à la réglementation fiscale en la matière, parce qu'il s'agit concrètement, qu'est-ce qu'il faut? En cas de retenue TVA, le contribuable doit rattacher les opérations de vente ou des services à la bonne période. Je m'explique. Rattacher une opération de vente ou des services à la période. Parce que vous savez, la TVA est un impôt mensuel. Et mensuellement, le contribuable qui est assujetti à la TVA, qu'il fasse un chiffre d'affaires exonéré ou assujetti, ou taxable, pardon, à la TVA, il doit faire la déclaration. Par exemple, on est en janvier, la déclaration du mois de janvier 2024 doit être déposée au plus tard le 15 février prochain. D'accord? Donc, le contribuable doit rattacher les opérations à la période indiquée. Les opérations du mois de janvier ne doivent pas être rattachées, d'accord, aux opérations du mois de mars. Donc, les opérations du mois de janvier doivent être déclarées au plus tard le 15 février et non le 15 mars. D'accord? Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par là. Donc, il doit rattacher les opérations de vente et de biens à la bonne période. Il doit établir et classer dans un ordre chronologique les factures et autres documents. Le contribuable doit se faire assister par un spécialiste également.
Il y a les experts comptables, il y a les comptables, il y a les conseillers fiscaux et autres experts. OK? Il doit tout faire pour réclamer également une copie de ce certificat de retenue au niveau du Trésor. Parce que le service qui est habilité à retenir la TVA, c'est bien le Trésor public. Donc, la retenue TVA est une preuve pour le contribuable pour dire qu'il a payé sa TVA. Maintenant, s'il retient le montant de la TVA sur sa déclaration, il doit avoir obligatoirement un certificat de retenue à la source qui vienne prouver que lui, il a fait l'objet de retenue à la source et voici la preuve comme quoi il a payé sa TVA, mais que ça a été retenu à la source au niveau du Trésor. Donc, nous avons également sur nos déclarations, nos formulaires de déclaration, les lignes TVA. Donc, ils doivent remplir nécessairement, renseigner la ligne TVA retenue à la source. Il y a une ligne qui est dédiée pour ça, une ligne qui est spécialement dédiée pour la retenue TVA. Donc, le contribuable doit obligatoirement renseigner également cette ligne. Il doit renseigner également l'annexe TVA. Par exemple, quand tu fais la déclaration, il y a des annexes qui concernent la TVA. Le contribuable est tenu de renseigner ces annexes également. D'accord? Et il doit consulter régulièrement son compte d'impôt à travers la plateforme pour s'assurer que la retenue a été bel et bien prise en compte dans le calcul. Sinon, demander des éclaircissements également au niveau de son centre de gestion. Chaque domaine a sa terminologie. Je pense que ça, c'est propre quand même au service fiscal. Alors, qu'est-ce que le quitus fiscal? Qui a droit à ces documents et également qui doit être en privé? Merci pour cette question. Le quitus est tout simplement un document administratif qui est signé des impôts et de la douane, qui atteste que le contribuable est à jour de ses obligations déclaratives et de ses paiements. Ce n'est ni plus ni moins que ça. C'est un document qui est délivré conjointement par le service des impôts et de la douane qui prouve que le contribuable en question est à jour de ses déclarations et de ses paiements d'impôts. Et la validité d'un quitus est de 3 mois. Par contre, il y a des contribuables qui ont des arriérés, mais qui sont de bonne moralité fiscale. D'abord, il faut quand même rappeler que ces contribuables-là sont nos partenaires. Et s'ils sont dans des difficultés de paiement, souvent, on peut les accompagner en les accordant un moratoire de paiement. Un contribuable qui vient et qui sait que pertinemment, il a des impôts qu'il n'a pas réglés, mais il n'a pas les moyens de tout solder tout d'un coup, on peut lui faire un moratoire de paiement. On peut lui accorder un moratoire. Donc, conjointement, en collaboration avec le receveur du centre des impôts des moyennes entreprises, et on fait un échelonnement de paiement. Mais ce moratoire ne doit pas dépasser normalement 6 mois. Voilà. Donc, ce genre de cas, dans ce genre de situation, on peut amener à délivrer les quitus à un contribuable qui nous doit quand même des impôts. Voilà. Ça, c'est une particularité. Alors, désormais, nous avons compris qu'est-ce que le quitus qui a droit à ces documents et qui ne l'a pas, à travers vos explications. C'est ça, effectivement, c'est un document qui vient libérer pratiquement tout le monde. Parce que
pour question de justice, on ne peut pas donner un marché à quelqu'un, hein, qui a des dettes fiscales, alors que il y a l'autre qui n'a rien à voir avec l'État, qui a tout soldé. Et donc c'est un peu ça. Le quitus prouve à suffisance que le contribuable n'a pas d'impayé. Voilà. Donc c'est un document qui libère tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas obéi aux obligations fiscales, notamment les déclarations, notamment les paiements. Donc eux, ils ne peuvent pas quand même demander à ceux qu'on leur donne un document qui leur permet, par exemple, d'accéder à un marché public. Donc c'est fait pour ça, c'est pour décourager, hein, les personnes de mauvaise foi, hein, et ceux qui ne veulent pas payer les impôts. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, monsieur le chef de centre, nous avons entendu parler, et partout où nous partons dans les services des impôts, les centres des impôts à travers la ville de Bamako, et même dans les régions, nous voyons afficher sur les murs Equitus. Equitus, nous nous posons la question, c'est quoi en réalité? Bon, au début de mon intervention, j'avais parlé de l'informatisation des services des impôts au niveau de la capitale. Et l'informatisation est même en train de se suivre. Je pense que quelques régions sont aujourd'hui informatisées. Et donc c'est dans cette optique que le ministre de l'économie et des finances, pour réduire le temps de traitement du quitus, a, suivant une instruction, le 20-23-0318 MEF du 10 mars 2023, réorganisé le processus de délivrance du quitus. Cette instruction indique que le traitement de la demande du quitus est dématérialisé sur une plateforme informatique appelée eQuitus. Donc la seconde innovation concerne le raccourcissement de la chaîne de traitement du quitus fiscal. Donc le trésor fiscal ne fait plus partie, le trésor public ne fait plus partie des intervenants dans le processus de délivrance du quitus fiscal. OK? Et la dernière concerne, si vous voulez, le coût. Le coût, parce que pour avoir un quitus informatisé, tu payes un terme fiscal à 7 500. Et l'accès se fait sur le site de la DGI, www.dgi.gouv.ml. Je répète bien, www.dgi.gouv.ml. Voilà. Donc, maintenant, le quitus est informatisé. La demande d'adhésion, il suffit que le contribuable adhère. Quand il adhère, il fait sa demande de quitus. Étant dans son bureau, il ne se déplace plus. Ah bon? Non, 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 ça c'est terminé. Donc, nous gagnons dans le temps de traitement. Et avant, il y avait 3 services qui intervenaient dans le processus de délivrance du quitus. Il y avait le service des impôts, le service de la douane et le trésor. Donc, pour réduire tout ce temps de traitement, donc le trésor ne fait plus partie. Donc, la délivrance du quitus est maintenant une affaire des impôts et de la douane. Le contribuable qui en fait la demande, on regarde au niveau des impôts s'il n'a pas d'impayé. Obligatoirement, nous avons sur notre base de données, sur notre plateforme, des lignes qui nous sont appropriées pour ça. En un seul clic, on lui donne le quitus, on approuve sa demande. Et comme c'est une interconnexion,
Au niveau de la douane, le responsable de la douane également voit tout de suite la situation du contribuable concerné. Donc, il approuve ou il désapprouve. Dans tous les cas, tout est automatisé et en 30 secondes, le contribuable il a son quitus. Alors, nous sommes agréablement surpris par cette nouvelle, hein, et pourtant, dans le passé, ce n'était pas comme ça. On pouvait faire 3 jours, voire une semaine, sans avoir son quitus dans les mains. Et donc, ça veut dire aujourd'hui, dans moins de 24 heures, le contribuable a la possibilité d'avoir le quitus fiscal, selon vos explications. Mais justement, si je dis en 30 secondes, je peux dire qu'à mon niveau, il suffit que moi, je reçois normalement les demandes de quitus dans mon mail. Donc, j'ai une adresse mail. Donc, les demandes me parviennent automatiquement sur mon mail. Dès que ça me parvient, je rentre dans le système, j'approuve ou je désapprouve en fonction de la situation fiscale du contribuable. Donc, en 30 secondes, je peux faire ce travail. Mais ce qui est vrai et qui est plausible, c'est le temps de traitement. Maintenant, on n'a plus besoin de prendre 24 heures pour avoir un quitus. Ça, c'est terminé. D'abord, avant, on se déplaçait avec le document physique. Oui. Tu passes par le receveur. Après, le receveur, il passe par le chef de centre. Le chef de centre, tu passes par la direction des impôts du district. Tu quittes un lieu pour aller à un autre service. La direction des impôts du district, tu vas à la douane. La direction de la douane, tu vas au trésor. Donc, tout cela est terminé aujourd'hui. Donc, de façon digitale, pour ne pas trop parler, en 30 minutes, le contribuable il a son quitus. Alors, quelle est l'innovation? Justement, c'est les nouvelles technologies de l'information, hein, qui font qu'aujourd'hui, obligatoirement, nous sommes obligés de passer par là. Nous sommes obligés de passer par là parce que le monde va vite. Voilà. Alors, nous disons bravo au service des impôts à travers la DGI et tous ses démembrements. Nous arrivons maintenant à la fin de cette entrevue, monsieur le chef de centre. Pour conclure, quel message lancez-vous aux contribuables et même aux collègues cadres des impôts pour un Mali plus pacifié et aussi pour le développement intégré de notre pays? Merci, jeune frère. Le message que j'ai à lancer, d'abord, l'administration des impôts, je parle sous le contrôle du directeur général des impôts. Nous voudrons une administration fiscale performante, offrant la meilleure qualité de service, dans le professionnalisme, le respect, l'intégrité, la loyauté et l'équité, surtout, entre les acteurs, entre les contribuables. Parce que vous savez, l'existence des impôts, c'est parce que ces contribuables-là existent. Le contribuable est extrêmement important dans notre survie. Nous devons tout faire pour les accompagner, les éduquer sur le plan fiscal et en faisant en sorte que chacun puisse payer ce qu'il doit payer réellement. C'est en ces termes qu'on parle de faculté contributive. On est là non seulement pour renflouer les caisses de l'État,
mais dans la légalité. Et nous faisons tout pour ne pas frustrer un contribuable, encore moins les léser. Et donc notre combat, c'est un peu ça. Et vous avez vu qu'au terme de l'année 2023, la Direction générale des impôts a pu mobiliser 1166 milliards de nos francs. En réalité, qui a payé ces impôts? Ce sont ces contribuables-là qui ont contribué à atteindre, à la Direction générale d'atteindre ces prévisions de recettes. Donc, nous sommes là pour ces contribuables. Qu'ils sachent que le Mali, en un mot, ne compte que sur eux. Aujourd'hui, personne ne peut nier la contribution de la Direction générale des impôts dans les dépenses publiques de l'État. Et pour ce faire, ce sont ces braves hommes et femmes, je parle bien des contribuables, qui sont à la tâche de tous les jours. Voilà, donc quand même je lance un appel à ces contribuables-là, que le Mali de demain ne pourra pas se forger sans eux. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le chef de centre SIM1 de Bamako, de nous avoir accordé tout ce temps d'entretien. Mesdames et messieurs, nous arrivons aujourd'hui à la fin de cet entretien avec monsieur Bouakar Dramé, chef du centre des moyennes entreprises 1 de Bamako, rive gauche précisément. Et nous disons encore merci à la DGI, la Direction générale des impôts, à travers tous ces démembrements de Bamako et d'ailleurs, d'avoir dépassé les prévisions des recettes. Payer l'impôt, c'est être un bon citoyen. Donc nous encourageons les braves contribuables. Alors nous disons encore merci au ministre de l'économie et des finances, M. Alousseni Sanou, et le directeur général des impôts, M. Mathias Konaté, et toute son équipe, sans oublier le directeur des impôts du district de Bamako, M. Ahmed Bagayoko, et toute son équipe. Merci encore, monsieur le directeur, pour le leadership engagé. Nous avons vu les résultats. Et la version Bamanankan suivra cet entretien. Merci et à la prochaine.